direct avec nous depuis Haïti. Donc, nous avons Rico Jean-Pierre, qui est le coordinateur des programmes de la PABDA, la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, qui est un regroupement de mouvements sociaux et d'organisations de la société civile et qui vise principalement à renforcer les capacités des mouvements sociaux et paysans, en particulier leur capacité d'action politique. Nous avons Virginie Pochon et David Tillus, respectivement responsables de projet et directeurs exécutifs du groupe d'action francophone pour l'environnement en Haïti, le GAF, qui milite pour le développement local et l'éducation à l'environnement, dans l'objectif, là je vais citer directement la source, de construire une société civile revendicative et engagée qui œuvre pour l'émancipation de ces territoires et pour une transition écologique et sociale. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la PABDA et le GAF, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à visiter tout simplement leur site. Je vais mettre dans le chat les 2 liens vers les sites internet. Et pour les participants sur YouTube, j'enverrai les liens à tous les participants. Voilà. Donc, ça, c'était depuis Haïti. Depuis Bruxelles, cette fois, nous avons Laurie Corchi, qui est chargée de partenariat pour Madagascar, Haïti et le Brésil, chez Entraide et Fraternité. Et Claude Mormon, qui est ancien permanent d'Entraide et Fraternité, aujourd'hui retraité, mais retraité très actif, puisque, entre autres casquettes, Claude est bénévole à ATD Carmonde, à Entraide et Fraternité, membre de la coordination Europe-Haïti et un très grand ami d'Haïti. Voilà. Et depuis Bruxelles aussi, moi-même, Flora Soyer, responsable des campagnes chez Entraide et Fraternité. Voilà. Merci à vous 5 d'avoir accepté de venir parler d'Haïti, mais aussi du monde d'aujourd'hui, du monde d'après. Il était prévu qu'on se voit à Bruxelles au mois de mars, tous ensemble, pour mener une campagne sur l'injustice climatique en Haïti, sur ses causes et ses conséquences. Et voilà, malgré l'annulation de toutes nos activités, nous avons quand même tous souhaité maintenir l'échange, la solidarité et la discussion entre nos organisations. Et ce webinaire en est une très belle preuve. Donc voilà, encore un grand merci à vous. Et sans transition, je vous propose de démarrer tout de suite avec mes premières questions qui vont s'adresser à Rico, à Virginie et à David. Donc, comme la très grande majorité des pays, Haïti a été touché par la pandémie, par le Covid-19. Aujourd'hui, le 18 juin, donc je suis allée voir sur le site du ministère de la Santé publique d'Haïti et on lit que 4 547 cas confirmés et 80 décès ont été recensés à ce jour. Et donc, moi, j'aurais juste eu envie de vous demander tout simplement à vous 3, comment allez-vous? Comment va la population? Et est-ce qu'au-delà de ces chiffres officiels, vous pourriez nous dire quelques mots sur la situation sanitaire, mais aussi sur la situation sociale, économique et politique actuelle? Voilà, je vais passer mon micro virtuel à Rico. Ton micro, Rico. Bonjour tout le monde, je suis désolé. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux et celles qui prennent part à cet espace d'échange et que j'espère qu'il va être fructueux pour essayer de comprendre la situation aujourd'hui en Haïti et essayer de faire certaines analyses et propositions par rapport à notre travail et ce qu'on développe en Haïti. Évidemment, merci Flora pour la question. Il faut croire que Haïti, on peut dire que Haïti va mal. Haïti va mal, très mal, et même s'il y a une population qui résiste, une population qui s'engage, mais on peut dire que nous sommes dans une situation où la crise sanitaire créée par la COVID-19 vient empirer une situation déjà précaire, déjà difficile sur plusieurs dimensions, soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau environnemental. Évidemment, c'est une situation qui tend à s'aggraver et s'aggraver comme conséquence de l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent et de l'absence de politique publique
qui certainement devrait aborder les grandes questions pour arriver à construire un lendemain meilleur pour les Haïtiens jeunes et vieux. Évidemment, c'est un bilan, on peut dire, catastrophique aujourd'hui, avec plus de 4000 cas, presque environ 5000 cas confirmés, avec 82 décès selon les derniers chiffres qui ont été publiés par le ministère de la santé publique. Mais il faut voir derrière ces chiffres, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de limitations par rapport au nombre de tests réalisés, et la majeure partie des tests réalisés sont à Port-au-Prince, et certainement les autres villes de province, les autres départements ne bénéficient pas autant d'attention des pouvoirs publics, qu'il soit en termes de tests, mais en termes de mise en place de mécanismes permettant aux populations d'aborder sereinement la situation, la crise sanitaire. Évidemment, c'est une conjoncture marquée par, comme je l'ai dit, des crises politique, crise de confiance entre la population et l'État et le gouvernement, crise évidemment d'absence d'orientation, de vision et de contrôle de l'espace haïtien. Et certainement, il faut voir non seulement la responsabilité des acteurs haïtiens, mais il faut aussi poser le rôle que jouent des acteurs de la communauté internationale comme des protagonistes même de ces crises, et particulièrement l'Union européenne, qui a toujours pris fait et cause pour l'État haïtien, à l'encontre de la population haïtienne. Et il faut tout simplement voir les positions de l'Organisation des États américains et l'Union européenne à l'intérieur du corps groupe qui est l'ensemble des acteurs de la communauté internationale, les ambassades, les pays soi-disant amis d'Haïti, et qui fait en sorte qu'ils empirent cette situation. Et une crise économique qui est certainement basé sur un taux de chômage de plus de 70-75%, une inflation galopante avec une augmentation vertigineuse des prix des produits de première nécessité, et en plus l'inaccessibilité des populations aux produits de base, qui fait que aujourd'hui, jusqu'en février, c'était prévu par la Coordination nationale pour la sécurité et souveraineté alimentaire qu'il y aurait environ 4,1 millions de gens qui souffriraient de la faim, mais aujourd'hui, avec la crise sanitaire, donc il risque d'avoir environ 5 à 6 millions de gens qui soient menacés par cette crise. Et en même temps, on voit que le gouvernement qui a sorti la semaine dernière un cadre budgétaire, et dans ce cadre budgétaire, la majeure partie, imaginez que plus de 10% de ce cadre budgétaire est alloué au paiement de la dette externe. Or, la dette externe représente le deuxième poste le plus élevé du budget de la République. Or, on est dans une situation de crise sanitaire, de situation où le pays devrait faire face à cette crise sanitaire. Et en plus, le FMI, qui le 20 avril dernier avait soi-disant octroyé 161 millions de dollars à Haïti, soi-disant pour lutter contre le coronavirus, mais ces 161 millions normalement sont alloués par le FMI pour pouvoir rééquilibrer la balance des paiements. Donc, ce qui veut dire que la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est pas la crise sanitaire, c'est beaucoup plus l'assainissement, entre guillemets, des finances publiques, mais en même temps, une vague de privatisation des services publics de base, car aujourd'hui, ce sont les hôpitaux privés qui gèrent les questions de la pandémie, alors que les hôpitaux publics, le plus grand hôpital public, l'hôpital général, comme on l'appelle couramment, est délaissé par les pouvoirs publics, sans matériel, le personnel qui se désengage parce qu'ils n'ont pas de matériel de protection, parce qu'ils n'ont pas de matériel pour pouvoir répondre à la crise sanitaire. Donc, une situation catastrophique qui montre très clairement qu'on est face à une situation d'irresponsabilité, mais aussi de déconnexion de l'État
par rapport aux revendications, par rapport à cette crise que connaît la population haïtienne et qui ne répondent pas à leurs desiderata. Maintenant, il va falloir analyser tout ça, il va falloir construire d'autres alternatives et ces alternatives doivent sortir de la base et évidemment, on a certainement la possibilité un peu plus en avant de discuter de ces réflexions et on constate très clairement qu'il y a une situation catastrophique au niveau de la gestion de la pandémie, gestion catastrophique, gestion irréaliste, puisqu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de mesures qui soient prises pour endiguer le mal, mais plutôt une gestion politique de la crise, car le gouvernement, le pouvoir en place, ne fait que mettre en place des mécanismes pour pouvoir s'accaparer des élections qui vont venir, parce que pendant qu'ils ferment les églises, ils ferment les écoles, ils ferment tout, ils demandent un confinement, mais ils ont ouvert les industries textiles, c'est-à-dire les usines de sous-traitance, qui fait qu'il y a une augmentation de cas dans les usines de sous-traitance et mettant en péril la vie des ouvriers, c'est-à-dire la priorité. Et en même temps, ils ouvrent les bureaux d'identification, ce qu'on appelle l'Office national d'identification, qui produit les cartes électorales pour préparer les élections, alors que la population est démunie et face à une situation où c'est la population qui cherche des remèdes naturels à travers la médecine traditionnelle pour pouvoir y répondre, alors que les autorités publiques brillent par leur absence et par leur incapacité à construire des stratégies de réponse par rapport à cette crise. Donc là, je me permets de laisser le temps à mes camarades de GAF pour pouvoir ajouter certains autres éléments. Ouais. J'ai dit bonjour à tout le monde. Et puis, je ne voulais pas citer des noms, quand même. Jaline est là, Régis, Annick. Je ne voulais pas citer des noms pour ne pas créer de la jalousie. Hein. Et bon, Rico, je n'ai rien à ajouter. Vous avez tout dit. Hein. Je ne sais pas si que je trouvais 2-3 éléments quand même à partager avec tout le monde. C'est que, comme tu l'as bien souligné, le coronavirus aggrave une situation déjà fragilisée depuis 2018 avec des revendications sociales fortes, manifestations, blocages pour le départ du président. Donc, depuis le mois de janvier, Jovenel Moïse dirige par décret, puisque le Parlement est caduc. En juillet, le mandat des maires prendra fin et on ne sait pas quand les élections auront lieu. Nous vivons dans l'incertitude totale, d'autant que ni l'opposition, ni la société civile ne sont en capacité de proposer des alternatives ou un projet de société. C'est ce que je voulais juste ajouter après l'intervention de Rico. Virginie, est-ce que tu souhaitais éventuellement compléter quelque chose ou est-ce que la synthèse a été bien amenée? Oui, je préfère garder quelques minutes pour les parties 3 et 4. Ok, je vais... parce qu'on a encore beaucoup de temps. Donc, ok, merci pour cette première analyse très dense. Donc, en fait, on comprend que la situation est compliquée, mais qu'elle est préoccupante, mais qu'elle l'était déjà bien avant pour beaucoup de raisons, et que voilà, la crise sanitaire n'est venue qu'aggraver une situation déjà grave. Si là, je vous redonne la parole et si on peut aller peut-être un peu plus dans le détail, est-ce que pour vous, face à la situation que vous décrivez, quelles sont les conséquences les plus graves ou les plus aggravantes de cette crise pour la population? J'ai entendu, par exemple, Rico qui parlait de crise alimentaire et d'irresponsabilité politique. C'est vraiment prendre les urgences que cette crise a mis en avant là, pour le pays. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en lumière particulièrement? Là, je peux peut-être donner la parole à David d'abord, puis à Rico. Et oui, le principal coronavirus tient à la limitation des rassemblements à 5 personnes.
aucune action de formation, d'information, de mobilisation citoyenne n'est possible physiquement. Des dynamiques sont fragilisées, voire cassées. On a déjà commencé à mettre en place. Mais on voit une sorte de rupture au niveau de ces dynamiques-là. Des activités prévues sont mieux reportées, au pire annulées. Donc, il y a aussi de fortes inquiétudes sur les orientations et réorientations de l'aide internationale vers les organisations internationales dominantes. Les ONG locales risquent vraiment d'être reléguées au deuxième plan, au profit des ONG internationales d'urgence, comme c'était le cas au moment du tremblement de terre. Moi, sur les plans environnementaux et climatiques, l'un des impacts du coronavirus, c'est la réaffectation de fonds qui étaient destinés à l'environnement qui ont été redistribués sur l'aide sanitaire. Donc ça a un impact vraiment fort sur les quelques projets de protection de l'environnement qu'il y a en Haïti, sachant que la situation environnementale se dégrade de façon exponentielle et que de toute façon, ce n'est pas une priorité en Haïti, comme un peu partout dans le monde, on l'a vu justement avec le coronavirus, la remise en cause de normes environnementales. On ne sortira pas de cette crise des impacts environnementaux et climatiques tant qu'on aura des gouvernements qui sont corrompus et qui sont médiocres. Je crois que c'est clair et je pense que… Et on doit savoir que la médiocrité est institutionnalisée dans ce pays, quand même. Et je ne sais plus. Par exemple, on peut faire le constat ces dernières semaines d'actes criminels, d'incendies dans les parcs nationaux de la Visite, de Macaya ou de la Forêt des Pins. C'est-à-dire que tant que les autorités ont les yeux rivés sur la manne du coronavirus, les criminels, eux, se frottent les mains et ont le champ libre. Bon, de toute façon, souvent, il y a des connexions entre les deux. On aurait pu espérer, nous, GAF, qui militons pour le bannissement total, définitif et inconditionnel des contenants alimentaires à usage unique en styrofoam, en polystyrène exploité, que la fermeture de la frontière signerait l'arrêt de la contrebande de ces produits, puisque l'état d'urgence implique la fermeture des frontières haïtiennes. Et pourtant, on se rend compte que ces produits circulent tout à fait normalement. Donc, ce qui prouve bien que les effets d'annonce ne suffisent pas. Rico en a parlé tout à l'heure. On peut prendre toutes les mesures qu'on veut, mais si elles ne sont pas appliquées, si on n'a pas les moyens de les faire appliquer, ça ne sert à rien. Ce qui démontre bien aussi que l'État haïtien n'a pas la capacité à vendre l'enjeu actuel aggravé par cette situation. À noter que l'État haïtien a quand même passé un contrat de 18 millions de dollars américains avec la Chine dans des conditions plutôt opaques pour acheter des masques qui ne seront pas recyclables, qui sont extrêmement polluants, qui vont mettre 450 ans à se dégrader dans un pays où les conditions d'assainissement sont médiocres, alors qu'on aurait pu encourager la production locale de masques en tissu lavable répondant à toutes les normes sanitaires. Et ensuite, on questionne les intermédiaires pour ces genres de contrats. Ouais. Donc là, on fait appel encore avec la corruption institutionnalisée dans ce pays et qui c'est la marque fabrique pour faire le développement de ce pays. Merci à vous deux. Je tends mon micro virtuel à Rico. D'accord, merci. Là, il faut, moi, évidemment, merci à David et Virginie d'avoir souligné les conséquences, les impacts environnementaux. Maintenant, moi, je vais ajouter certains éléments au niveau politique, au niveau économique et au niveau social. Au niveau politique, il faut considérer le décret d'avril 2020, le décret qui a institué
l'état d'urgence, et c'est un décret à bien analyser qui sert au pouvoir public, à l'État haïtien, de réprimer toute forme de mobilisation, toute forme de revendication de la population, empêchant des rassemblements, empêchant évidemment l'organisation ou la structuration des luttes sociales pour connecter les revendications par rapport à la crise sanitaire à certainement des crises qu'on connaît depuis plus d'une dizaine d'années avec l'avènement au pouvoir du régime dirigé par le parti PHTK. Évidemment, c'est aussi une crise au niveau politique qui accentue la question de la corruption. Merci à Virginie de l'avoir souligné, et une corruption qui est officialisée dans la mesure où l'État haïtien a choisi de déstabiliser, de déstructurer les institutions de contrôle, la Cour des comptes, et le président avait renvoyé illégalement et constitutionnellement le Parlement le 13 janvier. Maintenant que la Cour des comptes, qui est là pour faire le contrôle, cette Cour est écartée de tout processus de contrôle et dans l'achat des matériels de 18 millions. Donc, la Cour des comptes n'a même pas été informée. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de contrats qui sont passés en dehors du système de contrôle, qui fait qu'il y a une corruption, je dirais, officialisée, et que peut-être demain, on va devoir poser la même question qu'on avait posée pour les fonds Petro-Caribé. On va demander où sont passés les fonds du coronavirus. Donc, et en même temps, on voit aussi au niveau politique que l'État fait une marchandisation électorale des aides annoncées. L'État haïtien, par le truchement du président de la République, avait annoncé des distributions massives de kits alimentaires ou d'envoi de supports financiers d'environ 3000 gouttes, donc moins de 25 euros. Et ces aides sont octroyées à des partisans du parti au pouvoir. Et ce sont des aides qui sont supervisées par des chefs de gang sous le contrôle de l'administration publique, sous le contrôle du pouvoir en place. C'est-à-dire, c'est pas des aides qui sont envisagées pour la population, mais c'est des aides qui vont renforcer les bases électorales du président de la République, donc, et du pouvoir en place. Et au niveau social, on constate, comme je l'avais souligné, un approfondissement de processus de marchandisation et de privatisation des services publics. Dans la mesure où aujourd'hui, les hôpitaux publics sont délaissés au profit d'hôpitaux privés qui sont largement financés par des institutions, par des organismes internationaux, et la population se trouve démunie dans la mesure où la population ne peut pas payer le coût de la prise en charge de la maladie. Et donc, il faut clairement voir que nous sommes dans une situation où le pire encore est à venir. Le pire est à venir au niveau politique, le pire est à venir au niveau économique, le pire est à venir au niveau social, dans la mesure où aujourd'hui, on est à presque 115 gourdes pour $1 américain. Donc, dans moins de mois, on a presque doublé. On a presque, en fait, c'est une augmentation de plus de 40 à 45% de la valeur du dollar par rapport à la goutte, qui fait craindre une crise économique et sociale encore plus pire qu'on a connue jusqu'en juillet 2018, quand il y a eu toute cette grande mobilisation jusqu'en 2019. Donc aujourd'hui, la question fondamentale à se poser, comment aborder la crise sanitaire et en même temps articuler des luttes revendicatives qui tendent
à non seulement changer les rapports entre l'État et la société, mais aussi que l'État prenne en compte les revendications fondamentales des populations en passant par la mise en place de mécanismes pouvant permettre au pays de faire face à la crise sanitaire, ce qui n'est pas donné d'avance dans la mesure où aujourd'hui c'est pas la crise sanitaire que l'État haïtien est en train de gérer. L'État haïtien est en train de gérer la réélection et l'appropriation du pouvoir, la continuité du pouvoir à travers cette crise, donc profitant du moment de la crise pour pouvoir asseoir le pouvoir politique. Merci, merci Nico, merci Virginie, merci David pour ces nouvelles. Bon, voilà, pas réjouissantes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, merci de nous tenir au courant de tout ça. Je vais tendre maintenant virtuellement mon micro vers Claude pour lui demander si, alors bien évidemment, avec toutes les différences de réalité locale qu'on a, si dans ce qu'on vient d'entendre, face à ce que voilà, Virginie, David, Rico nous partagent sur la situation en Haïti, si on peut voir est-ce qu'il y aurait des ressemblances, est-ce qu'il y aurait des échos avec ce qu'on observe ici chez nous en Belgique. Bonsoir tout le monde. Oui, moi j'avais noté, en tout cas par rapport entre ce qui se passe en Haïti et la réalité belge ou européenne, hein, il y a des grandes différences. Et pourtant, il me semble qu'à travers cette crise, il y a des points de constante qui moi m'ont frappé. Un premier point, c'est que dans les personnes autorisées à s'exprimer ici en Belgique, donc on a entendu à longueur de journaux parler, etc., il me semble qu'on a privilégié toute une série de voix de beaucoup d'experts, hein, les économistes comme toujours, ça c'est pas nouveau, maintenant les virologues, les experts médicaux, les politiques, mais qu'on a très peu entendu les populations. Et même dans le groupe d'action face à la crise qui avait été mis en place en Belgique pour les mesures d'urgence, on retrouvait des économistes, on retrouvait des experts. Et la seule personne qui représentait quelque peu la dimension plus humaine était une représentante de services sociaux. Et ça avait été dénoncé par des universitaires qui regrettaient que les professions sociales, les spécialisations sociales ne soient pas représentées. C'était un groupe animé par Olivier Servet qui avait fait cette dénonciation. Moi, je trouve qu'il faut aller plus loin et que ce qui manque cruellement est qu'une crise comme ça étouffe ou rend bien plus difficile l'émergence de la voix des populations qui sont les plus impactées. Que ce soit au niveau des syndicats, donc on entendra peut-être tout à l'heure un écho là-dessus, mais moi je voyais la cause des femmes, la cause des pauvres, les vieux qui sont morts par milliers en Belgique, les enfants. C'est comme s'il y avait un consensus pour que les seules voix autorisées soient celles des experts, des universitaires. Et donc là, il y a un enjeu démocratique à ne pas accepter, et je pense qu'en Haïti, les voix dominantes, c'est un peu pareil, et que l'expression de la société civile, malgré tous ces combats, elle ne peut se faire que dans une lutte, et une lutte difficile. Et ça, je pense qu'on doit se le rappeler ici. D'ailleurs, en Belgique, il y a eu une manifestation contre le racisme qui s'est tenue, que les autorités n'ont accepté parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix. Et donc, il y a une menace là pour l'expression démocratique. Ça n'est d'ailleurs pas que dans nos pays. Hein. Moi, j'avais été frappé en allant relire sur un site web ce que devenaient des anciens partenaires d'entraide, des Sud-Africains de Abash Lali, Bazem Jondolo, qui sont dans les slums d'Urban, de voir que la branche jeune du mouvement disait « mais on a établi toutes les mesures du confinement sans jamais nous consulter ». Et non seulement ça, mais comme les mesures, ils ne les appliquaient pas ou ils ne pouvaient pas les appliquer comme ils le souhaitaient, il y a une répression féroce qui s'est établie là-bas, avec des gens qui ont été tués, etc. Donc ça, c'était mon deuxième point, c'est que ce qui nous a été présenté comme un bien comme pour tout le monde au départ de cette pandémie, donc le confinement qui était sans doute nécessaire, mais on a très fort occulté le fait que ce n'était loin d'être un bien pour tout le monde. Alors, je pense qu'en Haïti, ça résonne avec beaucoup
de force, puisqu'on a dit comment tous les gens qui vivent de l'informel, qui vivent dans les bidonvilles, etc., peuvent respecter des mesures de confinement qui sont parachutées d'en haut, alors que leur réalité, c'est que jour après jour, il faut lutter pour vivre. Bon, moi, j'étais en lien avec des jeunes Haïtiens qui sont à Saint-Domingue, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun moyen de subsistance. Bon, alors ils étaient confinés, ils étaient chez eux, ils n'avaient rien à bouffer, etc. Donc, ça veut dire que le confinement n'est pas automatiquement un bien pour tout le monde. Bien, même en Belgique, on a pris conscience, je crois, progressivement de ça, que le confinement et les mesures qui ont été prises étaient des mesures qui étaient quand même essentiellement pensées dans le bien, dans l'intérêt des groupes dominants. Si on prend l'exemple des vieux chez nous qui sont morts par milliers, ben, le confinement n'a pas forcément été un bien pour eux. Il y en a plein qui se sont laissés mourir de solitude. Et dernièrement, il y a des pédiatres qui ont dénoncé le confinement des enfants, spécialement les enfants défavorisés, comme quelque chose qui aurait des conséquences à très long terme sur leur développement. Donc ça, c'est un deuxième élément de l'impact de cette crise, c'est qu'on a présenté comme un bien ou un mal nécessaire, mais comme une mesure nécessaire, positive pour tout le monde, un confinement qui était loin d'être positif de la même façon pour tout le monde. Et alors le dernier point que je voulais souligner, c'est que moi j'ai été frappé aussi bien en Belgique que par rapport à des pays comme Haïti, comme reviennent en avant la domination des réponses d'urgence et d'assistance. Tout à l'heure, vous avez dit que les grosses ONG d'urgence allaient être soutenues, mais on retrouve ça ici. On met en avant, et il y a des besoins, évidemment, mais ça permet de faire passer à l'arrière-plan toute la lutte de longue durée pour établir des droits. Tout à l'heure, on a parlé des hôpitaux, on retourne vers une privatisation qui est le contraire du droit à la santé. Ici, au niveau de l'éducation, on a vu que les inégalités, elles risquaient d'être très fortement accrues par la crise sanitaire, avec le décrochage des enfants des couches pauvres. Donc, il y a vraiment une attention à avoir sur comment l'immédiateté de la crise, alors que, en Haïti, on est dans la crise en permanence, comment ça ne nous amène pas à être en permanence dans la recherche de réponses d'urgence. Un point positif, je dirais, qui a été souligné à un moment en Belgique, c'est que, contrairement en Haïti, c'est qu'on s'est rendu compte de l'utilité des services publics et de la sécurité sociale, notamment au niveau de protection de la santé. On a bien peur maintenant que l'on parle de déconfinement, les professionnels de la santé reviennent dans la rue pour obliger le gouvernement à tenir ses engagements de soutenir davantage ce secteur. Donc là, une fois de plus, ça ne se fera pas sans des luttes. On voit très bien que les bonnes résolutions de certains au moment de la crise risquent de flancher très vite au moment où on veut revenir au système antérieur. Merci Claude, merci beaucoup pour cette mise en perspective. Je vais poser la même question à Laurie, en fait. Est-ce que toi, Laurie, tu vois des ressemblances, des parallèles entre la situation haïtienne et ce qui se passe cette fois-ci en ce moment, mais dans d'autres pays du monde? Ouais. Oui, clairement, en fait, à la fois dans la manière de gérer la crise et à la fois dans les défis que cette crise révèle. Dans la manière de gérer la crise, vous avez parlé de l'absence de gestion de crise, c'est ce qu'on peut voir pour certains pays, mais il y a aussi, notamment, il y a des pays où il y a eu complètement un déni, une action et donc une inaction. Et donc on a pu voir, par exemple, au Brésil, les gouverneurs fédéraux qui ont pris la décision de confiner alors que le gouvernement de Bolsonaro lui refusé le confinement. On a vu la même chose au Nicaragua où ce sont les gens qui se sont auto-confinés et au Burundi où là on a laissé Dieu protéger la population. Et parallèlement, on a des pays où là la gestion a été très autoritaire
dans un contexte comme l'a répété Claude, où voilà, la plupart de la population du Sud vit du secteur informel, et donc ça a généré des crises énormes d'adapter aussi un modèle du Nord vers le Sud du confinement, et de pas laisser l'autorisation aussi de repenser la réponse à la crise vue du Sud. Évidemment. On entend partout, et je pense que vous l'avez entendu, cette question de c'est soit je me confine, soit je meurs de faim. Et ça, c'est la réalité des pays du Sud. Et donc, ça souligne l'enjeu de la crise alimentaire sévère qui atteint déjà les pays du Sud liés au Covid, du fait de la dépendance de ces pays des importations. C'est le cas d'Haïti, mais c'est le cas d'autres pays aussi. Du fait de l'absence d'accès au marché pour les paysans et aussi de l'augmentation des prix, l'augmentation massive du chômage, du fait de l'inaction des personnes vivant du secteur informel. Et puis, on voit aussi que cette crise alimentaire, elle va être renforcée par le réchauffement climatique. Donc, on parlait hier avec mon coordonnateur à Madagascar qui disait que les semences étant moins de qualité due au réchauffement climatique, on va avoir une conséquence à la fin de l'année qui va être terrible en termes de production. Et ça, on peut le voir aussi un peu partout. C'est la question de la dépendance aussi aux intrants agricoles dont beaucoup d'agriculteurs font face. Et en même temps, ce qu'on peut voir, et ce que peut-être on l'a pas dit, mais je sais que ça se passe aussi en Haïti, c'est la question de la montée, cette question de la montée des violences, comme on en a parlé sur plusieurs points. C'est il y a la violence d'État. Il y a la violence aussi en fait des grands propriétaires terriens qui profitent de ce moment pour poursuivre les accaparements et avec la protection des pouvoirs judiciaires. C'est le cas en Haïti, mais c'est le cas aussi au Brésil où il y a des centres de police armées, violentes, qui amènent des paysans à l'hôpital pour faire pression. Il y a aussi la question de la marginalisation des plus vulnérables, les migrants, les femmes, mais aussi les enfants et les jeunes. Aujourd'hui, j'entendais parler aussi que cette crise va impliquer et aura une conséquence sur l'augmentation du travail des enfants et sur du coup la précarité des jeunes aussi d'accès au travail. Et voilà, on voit aussi que cette crise, comme David, Virginie et Rico l'ont dit, elle vient renforcer une crise politique qui était déjà là pour beaucoup de pays. C'est le cas pour le Brésil, les Philippines, le Burundi, où clairement c'est un étau entre rester confiné, protéger sa population et la crise sanitaire, et la volonté aussi d'être en opposition au pouvoir en place, alors que justement on peut parler là de shrinking space, l'espace des organisations de la société civile se trouve encore plus limité du fait de cette pandémie. Merci Laurie. Merci à vous cinq. En fait, quand on vous écoute, on comprend que même si les réalités locales sont quand même très spécifiques et que les populations des différents pays du globe ne sont pas impactées de la même façon et ne vivent pas exactement la même chose, on a l'impression en vérité face à des problématiques, des inquiétudes et des phénomènes qui sont quand même assez similaires un peu partout dans le monde. Moi, c'est ça qui me frappe quand je vous entends un peu tous. En ce moment, on entend beaucoup parler du concept du monde d'après. J'aimerais vous demander ce que ça vous évoque et si on devait le préparer, chacun chez nous, et on verra peut-être ensemble après, ce serait quoi pour vous le ou les défis prioritaires à relever ou les questions importantes à poser. Voilà. Laurie, tu avais le micro, si tu veux, tu peux le garder. Oui, oui, il faut le préparer, c'est pas si, mais je crois que c'est urgent de le préparer et c'est notre devoir de le préparer, je pense individuellement et collectivement. Moi, ce que ça m'évoque au départ,
Je vais dire qu'au départ, c'était de l'enthousiasme parce que j'avais l'impression que justement un monde d'après, ça nous permettait aussi d'imaginer quelque chose de nouveau, de se réinventer et surtout de pouvoir prendre conscience de l'ampleur systémique de cette crise et d'essayer de trouver des solutions innovantes. À la fois, pour moi, pour le préparer, il faut nommer les choses et notamment pour moi, c'est très important qu'on puisse être conscient. Claude en a parlé, c'est d'une part la peur qui va être utilisée par les pouvoirs publics pour pouvoir et les autorités pour pouvoir nous contraindre à des décisions économiques avant de mettre en avant l'humain et le risque d'oublier parce que justement on a envie d'avancer, de sortir du confinement et évidemment au nord on a ce privilège d'avoir été confiné, mais les questions de fond restent là. Les problématiques que l'on a pu voir, qu'on a nommées juste avant, elles viennent pas du coronavirus. Et je pense qu'à un moment donné, c'est une question systémique. Et pour moi, nommer la peur pour pouvoir être à même de l'appréhender, justement parce que je pense que ça va être l'utilisation des pouvoirs en place et pour maintenir le système économique comme il est aujourd'hui, ça va être d'utiliser justement ce discours-là pour pouvoir nous isoler localement et réutiliser justement le discours de la relocalisation de la production et autres pour pouvoir fermer les frontières, pour pouvoir accepter des discours nationalistes. Donc ça, je pense que c'est les grands défis. Et pour moi, il y a trois aspects d'urgence à traiter. C'est vraiment pouvoir systématiser l'accompagnement et la valorisation des initiatives locales, comme Claude l'a dit, surtout sur la solidarité, la production et le vivre ensemble. Et puis, je pense qu'il y a deux autres points pour moi, c'est la question du décloisement des débats, parce que je pense que cette crise a révélé justement l'ampleur systémique des enjeux auxquels on fait face. Et si on peut décloisonner les débats en ouvrant des dialogues avec des structures auxquelles on n'a pas l'habitude de se confronter, on pourra trouver des solutions systémiques. Et un troisième point pour moi, c'est la décolonisation de nos croyances limitantes. Pour déconstruire, mais aussi pour décoloniser justement nos relations nord-sud. Et ça passe par l'éducation et je pense par vraiment un dialogue, par une information, et ça à un niveau individuel et collectif, parce que je pense qu'on est tous responsables dans la domination de nos systèmes, en fait, et justement la manière dont les choses sont gérées aujourd'hui, quoi. Merci, merci Laurie. Claude, est-ce que je peux revenir vers toi, puis après on repartira en Haïti? Ton micro, Claude. Donc, le premier des défis que je vois, c'est que certains rêvent que le monde d'après soit le monde d'avant. Et donc, or, ce sont une bonne partie des puissants de ce monde qui réfléchissent comme ça. Et on peut voir, bon, par exemple, si on prend en Haïti, j'ai vu dans le nouveau budget, l'agriculture, dont nous on dit qu'elle devrait être appuyée dans le monde d'après, elle obtient 3,4% du budget et l'environnement 0,6% dans le budget qui a été bon. Donc, je pense qu'ici, en Europe, on voit la même chose. On entend toute une série de débats où on relance le trafic aérien, l'automobile, etc., etc., avec un monde qui semble ne pas être... En tout cas, il y a tout un courant qui n'est pas prêt à prendre en compte les évolutions amenées par la pandémie, autrement que de se dire vivement qu'on revienne à ce qui était avant. Et donc, face à ça, nous, comment on va faire émerger des alternatives démocratiques et des alternatives au capitalisme, dont
on a dit dès le départ que la pandémie et le capitalisme, il y a quand même des liens intrinsèques et le principal virus, c'est quand même le capitalisme. Moi, je pense toujours qu'il faut savoir que s'appuyer sur les résistances des populations reste très important. Et peut-être qu'un mot auquel Gaff tient beaucoup, qui moi me paraît éclairant, c'est l'aspect de créativité. Laurie a parlé, des initiatives locales, etc. Mais je pense que tous ensemble, on est témoins dans les organisations paysannes et ailleurs d'espaces de créativité. Je suis en train de lire un bouquin sur la dignité paysanne écrit par un Burundais qui parle des savoirs paysans, qui n'émerge pas toujours parce qu'il y a tout un système dominant qui induit aussi tout un mépris, toute une décrédibilisation de l'expérience et des savoirs paysans. Donc, le monde d'après, c'est aussi recréer ensemble de l'estime pour tous ces savoirs, pour toutes ces capacités, pour les aider à émerger et à ne pas se laisser écraser par les discours et les pouvoirs dominants. Et alors, un point qui me semblait fort important aussi, qui a été évoqué dans le webinaire qu'il y a eu dernièrement là, avec le CNCD et GAF, et moi ça m'a toujours beaucoup préoccupé, c'est l'unité du mouvement social, parce que je ne pense pas qu'un monde d'après nouveau peut émerger si les acteurs du mouvement social, syndicaux, associatifs, mutualistes, les mouvements politiques d'opposition, etc., restent divisés comme ils le sont aujourd'hui. Si on prend Haïti, c'est quand même une des choses les plus terribles, c'est ce fractionnement du mouvement social, mais on retrouve ça chez nous aussi, etc. Et je me dis, c'est un investissement en soi. Au fond, dans les plans qu'on doit élaborer pour un tas de bailleurs, etc., ça n'apparaît pas souvent, puisqu'on se trouve souvent mis dans des situations de concurrence, mais le travail de l'unité est un travail en soi. Je me disais, un travail qui a... Bon, on voit, si on reprend l'exemple d'Haïti, il y a des générations dans la lutte. Comment ces générations elles collaborent? Je crois qu'elles cherchent des chemins. Il y a les jeunes nous Pape Dormier, etc., qui luttent contre la corruption. C'est des jeunes majoritairement urbains qui refusent un système. Quelle alliance est possible avec les mouvements paysans qui sont exprimés dans les cahiers paysans qui ont été rédigés avec PAPDA? Donc, comment on franchit, comment on articule des secteurs qui, au départ, n'ont pas forcément des liens entre eux. Je pense aussi qu'un des éléments de division fréquents dans les approches, c'est ceux qui ont des approches qu'on pourrait dire marxisantes, lutte de classe, etc., et des approches plus personnalistes. Or, moi, je pense que les différences au sein même du mouvement sont une richesse, parce qu'il y a un travail sur les différences qui fait avancer les uns et les autres. Heureusement qu'on est différents, mais à condition qu'on ne s'enferme pas chacun dans ses chapelles. Et je pense que la culture du débat contradictoire qui permet d'aller plus loin, de se remettre en cause, etc., au sein d'un mouvement social dynamique est un élément d'un monde d'après où les réponses ne sont pas faciles à élaborer. Et alors, je pense, un élément aussi d'unité, c'est la transversalité des thèmes et des groupes. C'est ce qu'on essaye de vivre au travers environnement, la lutte contre la grande pauvreté. Moi, je viens d'ATD-Carmont, mais j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'organisations paysannes. Je suis lié à la jeunesse ouvrière chrétienne, le combat ouvrier. Comment tous ces gens... Comment on crée des passerelles, mais pas des passerelles occasionnelles, mais vraiment des espaces d'échange, des espaces où on trouve ce qui peut faire cause commune. Si tout ça, on n'est pas capable de le faire et de monter aussi des actions qui permettent ces connexions, je pense que le monde d'après restera dans la main des puissants. Et alors, je pense aussi que dans la création de ce monde d'après, les groupes les plus vulnérables, si on prend la paysannerie, les habitants des bidonvilles, etc., c'est autour d'eux qu'on peut articuler des espaces d'unité qui nous amènent, nous, les gens d'ONG, d'organisations, etc.,
à aller au-delà de nos différences parce qu'on n'est pas là pour nous-mêmes, on est là autour de populations qui sont notre raison d'être et c'est autour d'elles qu'on peut se rassembler. Et n'oublions pas que ce monde d'après, les devises de nos deux pays, là, l'union fait la force, on est la plupart du temps pas capable de les mettre en œuvre. Je crois que c'est un aspect, il y en a bien d'autres, mais c'est un aspect qui mérite d'être travaillé explicitement. C'est pas un truc qu'on fait quand on a fait tout le reste. C'est un travail qui est devant nous de rassembler beaucoup plus énergiquement, scientifiquement, intelligemment les forces pour créer des alternatives. Merci Claude, Voilà. merci Laurie. Je vais repasser la parole à Virginie, David et après à Rico. Comme David, Rico, Virginie, comme vous voulez, mais si vous avez envie de prendre le temps, en fait, vous pouvez peut-être déjà nous dire si, sur base des défis que vous voyez, si déjà, voilà, vous pouvez aussi nous dire les solutions, les réflexions, de pouvoir peut-être prendre le temps de bien dérouler vos réflexions. Prenez le temps éventuellement de lier les deux questions que j'avais prévu de vous poser et de prendre le temps de bien développer ce que vous voulez. Je vais commencer par David et Virginie, puis j'irai vers Rico après. Parfait. Et merci. Et j'ai entendu camarade Claude avec beaucoup d'attention. Hein, et Claude a touché des éléments extrêmement importants et intéressants. Je pense qu'on doit souligner et on doit analyser, réfléchir sur ces éléments. Et je tout le temps, maintenant, ces jours-ci, c'est comme une chanson. Hein, tout le monde parle le monde après. Mais pourquoi on parle du monde après? Premièrement, c'est parce que le coronavirus nous met face à notre fragilité en tant qu'individu et comme société. Il nous rappelle notre vulnérabilité. Il déstabilise nos certitudes, nos convictions. Il nous apprend l'humilité. Il révèle l'unicité de l'espèce humaine. Le coronavirus met à genoux les dirigeants du monde entier. Il met à nu leur médiocrité. Il remet en question le principe même de la démocratie représentative et la démocratie et de la politique moderne. C'est extrêmement important pour parler de la construction du monde après. Il faut analyser ces éléments. Et je pense qu'en tant que militant, il ne faut pas utiliser la langue des politiciens, ou la langue de bois, faire semblant, il faut poser. Et je pense que Laurie avait abordé ces quelques éléments. Il faut qu'on arrive à dire les choses ouvertement aujourd'hui. Et c'est en faisant ce constat, en voyant les différentes questions qui ont été posées, et maintenant on peut parler du monde après, avec encore les mêmes acteurs. Parlons des défis prioritaires à relever. Moi, je parlais pour Haïti. On ne peut pas tourner en rond. Donc, on doit être très synthétique sur cette question. La lutte contre la corruption et l'impunité sont les priorités absolues à tous les niveaux en Haïti. Rétablir un état de droit est la seule voie pour s'engager dans une gouvernance responsable qui permettra au pays de répondre aux priorités de la population et de l'environnement haïtien. Claude avait abordé un élément fondamental, et tout à l'heure, Virginie, sur la question de relations planétaires. Je pense que, parlant du monde après des défis prioritaires, je pense que cet instrument-là est fondamental si on parle sur la question de lutte environnementale qu'on doit mener. Pour moi, il y a deux défis majeurs pour construire un monde après et ne pas retourner sur un monde d'avant qui aurait, c'est comme une maison dont on aurait changé la peinture de la façade finalement. La première des priorités pour moi, et Claude, j'abonde dans tes propos parce que je me retrouve là-dedans. Et comme on a la chance, nous, le privilège de pouvoir se confiner en Haïti,
j'ai passé pas mal de temps sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte à quel point tout le monde y va de sa proposition pour le monde d'après. Mais il n'y a aucune construction collective là-dedans. On lance des sondages, on lance des pétitions, on lance des propositions, on lance même des programmes, mais il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de convergence. Pour moi, tant que les luttes sociales et environnementales, tous ces mouvements soi-disant alternatifs, je dis bien soi-disant parce qu'il y en a qui sont fausses, qui sont faux, tout autant que ces mouvements ne convergeront pas dans une dynamique d'internationalisation, on n'aura jamais un monde de demain parce que les forces qui sont en face de nous sont extrêmement organisées et extrêmement structurées. Et pendant que eux renforcent les rangs, resserrent les rangs autour des intérêts économiques capitalistes qu'ils ont tous en commun à défendre, eh bien nous, on s'éparpille. Oui. Et nous, on n'a rien compris. Et on veut tous le monde d'après. Et il y a une cacophonie insupportable de tous ces mouvements de gauche, alors qu'ils soient politiques ou citoyens, mais qui ne sont absolument pas constructifs. On se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Ça, pour moi, c'est la vraie première préoccupation que j'ai pour le monde d'après. Et malheureusement, je suis pas très optimiste. Le deuxième défi, et là, c'est en tant que maman que j'interviens, mais aussi en tant que militante. Le système éducatif doit profondément évoluer, et Laurie ne me contrariera pas parce qu'on a discuté là-dessus. Il est sérieusement temps de construire un système d'éducation émancipatrice pour nos enfants partout dans le monde, qu'on leur apprenne à réfléchir, qu'on leur apprenne à débattre et qu'on leur apprenne à forger une idéologie, une pensée politique par eux-mêmes, mais pas par rapport à des connaissances qu'on leur fourre dans le crâne sans leur demander ce qu'ils en pensent. Apprendre A plus B, 1 plus 2, non, ça c'est bien, d'accord, mais ça suffit pas pour parler d'émancipation de l'enfant. Et tant qu'un enfant ne s'émancipe pas, il n'accompagnera pas son entourage à s'émanciper. Et on va tourner en rond. Donc pour moi, c'est vraiment les deux défis qui me sont chers. C'est cette internationalisation des mouvements revendicatifs, sociaux et environnementaux et un système éducatif qui émancipe nos enfants. Et en parlant du monde après, je voulais juste, et je sais que Rico est là, que Rico va ajouter, va intervenir là-dessus. C'est que moi, je pense que c'est fondamental aujourd'hui, il faut questionner la notion citoyenne. Quand on parle de la participation citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Il faut que les citoyens arrivent à prendre part dans les décisions. Il faut qu'on arrive, on en a parlé, à valoriser les innovations sociales. Quand je parle de valoriser les innovations sociales, ce n'est pas seulement dans les pays du Nord. Il faut qu'on trouve cette articulation pour construire ce monde-là, pas avec le cliché schéma Nord-Sud. Ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, le monde après, on ne peut pas construire ce monde-là dans l'hypocrisie. L'hypocrisie. En parlant des militants, il y a des gens qui disent qu'ils sont militants, c'est un instrument du système. Il faut qu'on arrive à dire les choses ouvertement. Ça fait longtemps, vous travaillez sur un territoire depuis 30-40 années, ça ne bouge pas, ça reste à l'état statique. Prenons le cas d'Haïti. Les gens restent chez eux, il ne faut pas aller voter pour changer les choses. Pourquoi? Tandis qu'ils travaillent sur la question de citoyenneté. Il faut questionner ces genres de structures-là. Vous alimentez quoi? Est-ce que vous voulez faire avancer les choses ou bien continuer à patauger de la saleté en maintenant votre business? Il faut dire les choses. Hein. Construire le monde après, ça demande une remise en question totale pour les pays du Nord comme les pays du Sud. Hein, parce qu'on va changer ce concept-là quand même, parce que c'est un concept purement capitaliste. Et ensuite, les individus, questionner les individus, leur pratique sociale. Et Claude l'a bien mentionné tout à l'heure. Et j'ai vu cette problématique-là, j'avais abordé cette question-là, je me souviens, à une conférence, la question des experts. Au Nord,
c'est comme si on a une bande d'experts et au sud, on a des cobayes pour expérimenter les choses. Tandis que c'est faux. Et vous voyez maintenant ce qui se passe quand on prend des décisions sur votre territoire, par exemple en Belgique, on réunit des experts soi-disant, on oublie systématiquement les gens qui ont des idées, qui portent des initiatives, qui véhiculent des valeurs. Tout ça comme vous. Il faut voir, vous êtes placé dans quelle échelle. Et on reproduit ça de part et d'autre dans vos institutions. C'est ce genre de choses-là, si on veut parler du monde après. Et on ne peut plus continuer à fonctionner de la même façon. Et le coronavirus nous interpelle sur ces genres de questions. Par exemple, depuis juillet 2018 en Haïti, nous assistons à l'effondrement progressif et inéluctable de systèmes politiques fondés sur la corruption et l'impunité. Maintenant, il revient aux Haïtiens de prendre les choses en main, de questionner leur structure, leur organisation. Je travaille sur un territoire depuis 20, 30 années, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. On a toujours les mêmes corrompus. Quand on organise des élections, ce sont les corrompus. Il y a la continuité au niveau des corrompus. Et les organisations cautionnent ça, participent de ce genre de processus. Donc, c'est des débats qu'il faut avoir le courage de se poser ouvertement. Merci. Je te passe le maïs, Rico. Merci David, Virginie, Claude et Eloï. Avant même que j'aborde la question, je voulais apporter un élément d'information par rapport à une question qu'avait touché Laurie tout à l'heure. C'était la question des accaparements de terre. Et lié aussi avec la question des violences faites aux femmes. Depuis quelques jours, il y a un baron du secteur privé qui est l'un des plus grands supporters du pouvoir en place, qui s'implique dans des accaparements violents de terre à travers le territoire national, en particulier à Saint-Michel-de-la-Talaye, où il y a un membre de la PAPDA qui est la Solidarité des femmes haïtiennes, donc SOFA, et partenaire d'entrée des fraternités, qui subit les assauts de ce baron du secteur privé. Et hier, ils sont passés de la pression aux actes, où ils sont débarqués sur une ferme que SOFA détient là-bas avec des gangs armés, avec armes à la main. Ils ont blessé plusieurs personnes dans la zone, justement parce qu'ils veulent récupérer, parce qu'ils veulent s'accaparer d'une portion de terre de 6600 hectares de terre, soi-disant pour faire une monoculture pour exportation. Donc, ce serait intéressant que vous envoyiez vos notes de solidarité à la SOFA, la Solidarité des femmes haïtiennes, qui subit actuellement les assauts du pouvoir en place à travers des barons du secteur privé. Et maintenant, par rapport à ce qu'on discute, la question du monde d'après, c'est important je crois, l'un des défis majeurs, le premier défi, c'est de comprendre le monde où on est. C'est quels sont les piliers qui maintiennent le monde où on est. Et quelles en sont les conséquences? Et je pense que, comme David l'a souligné, le coronavirus a mis à nu tous ces mécanismes, a mis à nu l'État comme appareil qui garantit le système d'exploitation, le système de ponction et de rente aux dépens des populations. Donc, il faut comprendre qu'on est face à un monde où c'est le capital qui prime en lieu et place de l'humain. Donc, c'est-à-dire, il faut certainement comprendre que le monde d'après doit avoir comme base fondamentale l'intérêt collectif, l'humain, et qui doit être au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Je pense qu'il faut certainement arriver à déprivatiser les pouvoirs publics, déprivatiser l'État, car nos États au nord et au sud sont privatisés, sont aux mains d'intérêts privés, de petits groupes qui sont
qui sont des rentiers et qui empêchent évidemment aux populations non seulement de pouvoir revendiquer des politiques qui soient à même de répondre à leurs revendications, mais empêchent aussi au mouvement populaire de pouvoir prendre place et de pouvoir construire ce monde d'après. On peut bien le voir à travers les différents pays, les gouvernements prennent des décrets pour interdire des manifestations, pour interdire des rassemblements, pour bafouer le droit à la liberté d'expression. Tout ça parce que, évidemment, ils veulent empêcher les révoltes populaires, parce que tout simplement, ils veulent empêcher de trouver de meilleures façons pour que les populations puissent pouvoir s'impliquer dans ce processus de changement qui est nécessaire. Donc, nécessité de déprivatiser l'État et que l'État soit aux intérêts du bien-être collectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut forcément remettre, comme je dis, l'humain au centre de tout ça, et pour remettre l'humain au centre des préoccupations, au centre du monde d'après, il va falloir réinventer ce qu'on appelle la solidarité. Réinventer la solidarité, qu'il soit au niveau interne, qu'il soit au niveau externe, qu'il soit au niveau de différents acteurs dans différents espaces, on peut le nommer comme on veut, mais la question de la solidarité agissante, je dirais, il faut réinventer ces mécanismes et de pouvoir articuler, vous voyez, cette solidarité avec l'avenir même de la planète, avec même l'avenir de l'humain sur Terre, car aujourd'hui, il y a une menace capitale sur l'existence même de la planète, et qui dit existence de la planète veut dire l'existence de nous en tant qu'humains, existence de toute forme de vie. Maintenant, il faut aussi certainement, par rapport à ce que Claude avait souligné, la question de l'unité, et David avait souligné la question de l'hypocrisie, la question de la division. Moi, je pense que au-delà de l'unité, dans la diversité qu'il faut rechercher, parce que la diversité est source de créativité, est source de capacité d'action, reconstitution de capacité d'action, mais il faut trouver l'articulation entre les différents espaces de lutte. Il faut trouver des articulations entre les différents secteurs en lutte. Moi, par exemple, hier, comme on le fait toujours, hier, j'ai eu des réunions avec des organisations ouvrières et des organisations paysannes, où on a abordé la question des accaparements violents de terre qui se passent dans le Grand Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, l'Artibonite, et on essaie de chercher comment créer une articulation qui permette au mouvement paysan, au mouvement ouvrier et de plus avec d'autres secteurs pour pouvoir lutter contre ces politiques qui aujourd'hui trouvent leur envol par rapport à la politique d'ouverture, entre guillemets, soi-disant, que le gouvernement actuel met en place. L'autre question pour nous qui est fondamentale, c'est que on est face à une crise. C'est vrai, une crise qui a une implication économique, mais aussi une crise existentielle. Maintenant, cette crise existentielle aussi passe par la question de la crise alimentaire, la crise environnementale, la crise agricole, la crise économique, les crises sociales, et on voit qu'il n'y a pas forcément des politiques publiques qui sont mises en place qui permettent d'aborder ces questions. Et pour moi, je pense qu'il faut certainement, pour aborder la crise économique, pour aborder la crise environnementale, pour aborder la crise alimentaire, il faut remettre les paysans au centre des systèmes de production. Au centre des systèmes de production et au centre de la gestion environnementale qui permet non seulement à travers les modèles d'agroécologie, d'agriculture paysanne familiale, d'aborder non seulement la question de la propriété des moyens de production, des facteurs de production, mais aussi de pouvoir construire
consolider une forme d'économie sociale solidaire, mais aussi de construire des stratégies qui permettent d'aborder collectivement les réponses qu'il faut apporter aux crises sociales, aux crises économiques, aux crises environnementales. Donc, il faut remettre les paysans au centre de ces stratégies. Il faut remettre les paysans au centre des politiques environnementales, agricoles, au centre des politiques sociales, et en même temps, reconstruire nos mécanismes nos mécanismes de lutte. Nos mécanismes de lutte pour pouvoir non seulement être en mesure d'articuler, mais aussi de se comprendre, de construire des mécanismes qui permettent de créer des outils de lutte qui ne soient pas des outils qui peuvent être des outils traditionnels, mais aussi qui nous permettent de créer, d'être créatifs, d'être inventifs, mais aussi de créer des mécanismes solidaires pour avancer. Je me souviens d'un professeur qui avait écrit Critique institutionnelle et créativité collective. C'est une méthodologie en sciences sociales qui est assez intéressante. Je pense qu'il faut aller vers des mécanismes qui nous permettent de nous mettre en question et de pouvoir articuler des modes d'organisation, des modes de structuration qui permettent de répondre aux défis actuels, car les défis actuels sont politiques, sont économiques, sont sociaux, sont environnementaux, mais aussi, c'est une question aussi d'humanité. Et là, il faut le poser clairement. Et tant qu'on n'aura pas réfléchi sur ces différentes dimensions, on peut bien réfléchir sur le monde d'après, mais le monde d'après sera comme le monde d'avant, comme le monde d'aujourd'hui. Donc, trouver le mécanisme pour trouver l'articulation, trouver cette possibilité de recréer les liens entre les différents mouvements sociaux, mouvements populaires, et aussi créer des mécanismes qui nous permettent de déprivatiser l'État. Déprivatiser l'État et le mettre au service des intérêts collectifs. Merci Rico. Merci à vous cinq. Je ne sais pas vous, mais moi je repars avec 1 million d'idées dans ma tête et ça boue. Donc merci à vous. Vous avez tous amené des éléments assez différents, mais il y a quand même des points qui, voilà, je sais pas, font quand même converger: internationalisation, unité, déprivatisation, remettre l'humain au centre, réinventer la solidarité. Enfin, il y a quand même, malgré tous les angles qu'on prend et tous les enjeux, j'ai l'impression que voilà, l'appel est quand même à l'unité et à se réinventer. Et je pense qu'on va poursuivre la réflexion longtemps, parce que là, on a lancé quelque chose dont on ne fera pas le tour aujourd'hui, mais en tout cas, ça donne beaucoup de souffle pour la suite et beaucoup de travail, je pense, pour nous, dans notre capacité à nous réinventer et à pouvoir nous adapter face à tout ça, ensemble, clairement. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de fin. Voilà, si vous avez envie de reprendre la parole, peut-être pour dire une ou d'autres choses avant qu'on passe aux questions. Il nous reste encore un quart d'heure pour le faire. Est-ce que vous avez vraiment à cœur de rajouter quelque chose? Oui, je vois les mains levées pour le GAF. Allez-y. Oui, Flora, et on a parlé du monde d'après, mais on n'a pas fait un petit focus sur le domaine d'intervention qui est le nôtre, le développement, la solidarité internationale et l'urgence. Donc nous, on a 2-3 petits mots à placer, je vais être assez rapide. Déjà, il faut commencer à changer de sémantique et à abolir cette question de nord-sud, parce qu'il y a quand même derrière ces notions-là une relation de domination qui est plus ou moins implicite, mais qui construit un imaginaire qui n'est pas forcément positif, en tout cas pour le Sud. Voilà. Et oui, ça c'est extrêmement important. Quand Virginie parle de la question de domination, il y a le plus souvent, j'ai entendu cette expression, qui finance commande. Donc, il est temps à ce que les acteurs du Sud considèrent
internationale, empiètement des ONG d'urgence dans le domaine du développement, corruption, clientélisme, harcèlement sexuel, discrimination entre salariés locaux et internationaux, les salaires indécents de certains expatriés, l'immunité des agents des Nations Unies, la question de choléra par exemple, des enfants sans papa, des viols. Ce sont des questionnements, si on veut parler du monde après, ce sont des questionnements qu'on ne doit pas passer sur ces genres d'éléments-là. Et il y a une chose, les organisations dans les pays du Sud ont tendance à adopter le langage des acteurs du Nord en jouant le rôle d'hypocrisie. C'est des choses à faire ressortir pour dire c'est pas possible. C'est ça qu'on doit construire. On doit construire en fonction de vrais partenariats. C'est pas, on met trop en exergue la cistana, la mendicité. Les acteurs du Sud sont confortables. Ils ne veulent pas bouger, mais ils préfèrent patauger de la mendicité. Ce qui arrange certains acteurs du Nord. C'est ce genre de choses-là qu'on doit commencer à dénoncer et à dire ouvertement. Maintenant, on a comme l'impression, lorsqu'on aborde la question du développement, on travaille pour les bailleurs de fonds. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de carriéristes pour peu de militants. Les gens viennent travailler dans des structures, dans des organisations, regardent à quelle heure on commence, on termine à 16 heures, il faut respecter. Tandis qu'on travaille avec des gens de terrain. Donc, on doit s'articuler avec ces gens-là. Et puis, il faut essayer qu'on se mette toujours à la place des autres. Le Sud et les acteurs du Sud sont trop confortables. Quand ils ont des partenariats dans les pays du Nord, ils pensent que ça, c'est extraordinaire. Tandis que c'est droit qu'on doit chambarder. Comment construire ensemble? Comment travailler ensemble? C'est cette notion qu'on doit mettre en exergue, qui devrait être notre force d'aujourd'hui. En parlant de la construction, les relations, il faut qu'on arrive à construire de vrais partenariats basés sur des valeurs communes. Avec ce partenariat, qu'est-ce que les acteurs du Nord gagnent? Qu'est-ce que les acteurs du Sud gagnent? Et la question des partenariats doit s'accentuer sur des compétences et de complémentarité entre les acteurs. Et je pense que c'est fondamental. Nous, ce qu'on voulait vraiment ressortir, c'est de ne pas avoir des discussions avec des gens en prenant le langage des politiciens, en prenant le langage des acteurs multinationaux. Non. Il faut qu'on arrive à jouer notre rôle dans ce monde qu'on doit reconstruire parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner de la même façon. Mais comment arriver à faire cette construction si on ne met pas toutes les choses au même niveau? Et pour en finir, vraiment, je tenais, et oui, Virginie, j'allais terminer, mais Virginie a quelque chose à ajouter. Donc, elle ne veut pas me laisser, hein? Allez, vas-y. Non, parce que Flora, je sais qu'elle a un timing très... Encore 2 minutes. Ouais, non, je vais avoir vite fini. C'est que, et il faut aussi, en tant qu'acteur de la solidarité internationale, on soit en capacité de dénoncer et de démanteler toutes ces agences internationales soi-disant humanitaires qui jouent le rôle des multinationales et qui se servent des canaux de l'humanitaire et du développement pour faire du greenwashing et du humanitarian washing. Je parle pas très bien anglais, mais on peut pas faire du blanchiment d'argent sale avec des causes environnementales et sociales. Et pour en finir, c'est que je pense que c'était important de faire ce genre d'exercice pour que les acteurs arrivent à s'organiser ensemble, à travailler ensemble, à poser des problèmes. En tant que structure haïtienne, on doit développer une culture pour s'asseoir ensemble avec d'autres associations haïtiennes. C'est pas un financement de l'extérieur qui va me pousser à s'asseoir avec des acteurs haïtiens comme je suis un acteur haïtien. Je pense que c'est extrêmement important. C'est pas un financement qui va me pousser à aller chercher un acteur sur le plan international, tandis qu'on n'a rien à partager en matière de valeur, de conviction. Je pense que c'est des choses à faire ressortir, à faire remonter. Je me tais. Merci.
Merci David, merci Virginie. Je crois qu'on pourrait faire un sujet d'une heure et demie de rencontre, si ce n'est plus, rien que sur ce que vous avez amené là et pourquoi pas en fait. Et donc, oui, Rico, comme ça, ce sera équitable et après on passera aux questions. D'accord. Merci. Non, je voulais souligner qu'il n'y a pas une planète pour, pour entre guillemets, les pays développés et une autre planète pour les pays, entre guillemets, sous-développés. On a constaté que le système capitaliste qui va vers le profit à tout prix, donc privatise les profits, mais généralise, globalise les impacts des crises, les impacts des actions du capitalisme, et particulièrement, on peut le constater par rapport aux impacts des changements climatiques, les impacts qui sont globalisés, c'est-à-dire c'est pas que l'impact d'un monde ou d'un pays entre guillemets industrialisé et ça va impacter seulement le pays. Donc il y a une généralisation des impacts des changements climatiques sur toute la planète, et donc il faut se poser la question de cette globalisation des conséquences des impacts et la privatisation des profits pour un petit groupe. En ce sens, je pense qu'il y a nécessité de s'engager pour la construction de ce monde d'après, d'un monde nouveau sur lequel on réfléchit. Il y a une nécessité de baser cette recherche d'un monde nouveau sur des luttes, sur des plaidoyers qui sont à même de poser la question de la globalisation des réponses et la globalisation des résistances. Il faut globaliser les résistances. Je sais, Virginie l'avait souligné tout à l'heure, il y a une bonne structuration, une bonne organisation des forces du capital. Donc, ils s'organisent et au jour le jour, ils se concentrent, ils se centralisent pour pouvoir avoir une meilleure force de frappe. Maintenant, comment nous-mêmes on va vers l'articulation de nos luttes, les plaidoyers qui doivent nous réunir, qu'ils soient, entre guillemets, dans les pays développés, qu'ils soient dans les pays, entre guillemets, appauvris et entre guillemets, sous-développés, pour construire sa résistance, pour construire ces luttes et que ces luttes soient globalisées à la même dimension que les impacts, les conséquences du capital sur le monde où on est aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à toutes ces réflexions. Merci Rico. On va faire une série, je pense. On va se donner un rendez-vous régulier. Merci beaucoup à vous. On va rallonger un petit peu. Je pense qu'on va finir à 35. On va prendre 10 minutes pour les questions et réponses. Je rappelle que si on n'a pas répondu à toutes les questions, on les a toutes enregistrées, on les reçoit toutes et qu'on y répondra par écrit plus tard. Donc, c'est pas perdu. Voilà, je veux le rappeler à tout le monde qui a souhaité poser une question qu'il y aura réponse qui sera apportée. Donc, je vais passer la parole à Laurence qui a suivi le chat pour voilà, peut-être nous faire part d'une ou deux questions et inviter les gens à prendre la parole s'ils sont encore là. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, les gens sont assez timides, visiblement. Il y a seulement quelques questions qui sont apparues dans le chat ici à côté que vous pouvez visionner. Il y avait juste une question de savoir s'il y avait déjà une lettre de soutien au SOFA qui circulait et qu'on pourrait éventuellement faire passer. Sinon, les autres questions qui ont été posées, je pense que Rico, David et les intervenants ont déjà répondu. Je vois qu'il y a Renaud qui a posé pas mal de questions. Voilà, et alors Renaud, une des dernières questions exactement, c'est donc sur le cas d'Haïti, est-ce que le contexte de soulèvement aux 4 coins du monde, donc lié au mouvement Black Lives Matter et déboulonnage des statues, contextualisation des inscriptions de ces statues érigées en l'honneur des esclavagistes, etc., le thème de la dette et des réparations prend de l'ampleur en Haïti en ce moment? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous vivez en Haïti? C'est un contexte de soulèvement. Renaud peut peut-être… La parole pour synthétiser peut-être tout ce que tu as amené, si tu es encore là.
Renaud. Il écrit. Ah, ok, d'accord. Donc, il a posé pas mal de questions. J'ai vu qu'il y avait aussi Chloé qui a posé des questions. Il y a eu des questions, mais qui ont déjà été répondues, hein, donc on va peut-être pas y revenir. Ah. Il y avait une question de Marie-Christine aussi sur le confinement et la violence faite aux femmes, mais je sais que Rico a répondu globalement dans son intervention en soulevant que c'était effectivement le cas et voilà. Non, Marie-Christine, est-ce que tu voudrais éventuellement prendre la parole pour t'as posé une question sur confinement, augmentation de la violence faite aux femmes. Est-ce que tu voudrais apporter un petit peu de contexte si tu es encore là? Oui, je suis là. Est-ce que tu souhaites reposer ta question pour peut-être avoir des éléments plus Rico a un peu répondu. Je pense que voilà, il me semble vraiment important de bien regarder les choses sous l'angle des hommes et sous l'angle des femmes. Mais donc, je pense que nos partenaires y sont attentifs. Mais nous aussi, ici en Belgique, on doit y être attentifs parce que je n'ai pas tout à fait. Enfin, je trouve que c'est important de le ressouligner, étant donné que les femmes, c'est pas comme les jeunes. Enfin, les jeunes, on ne reste pas jeunes toujours, hein, hélas. Mais les femmes, elles sont femmes et quand même à 99,5% des femmes, elles restent femmes toute leur vie. Et donc, ce n'est pas un état passager. Et donc, c'est très important. Elles cumulent très souvent les difficultés. Il ne faut pas les occulter. Il faut être attentif à ça. C'était ça, simplement ça que je voulais dire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, Rico. Oui, je voulais souligner par rapport au mouvement Black Lives Matter et de solidarité par rapport aux luttes antiracistes qui se fait à travers le monde. Il faut pas oublier que Haïti, c'est la première révolution noire du monde qui s'est affranchie de l'esclavage en battant avec les ongles la plus forte, la plus grande armée colonialiste, esclavagiste au monde, et la France au début du 19e siècle. Et à travers l'histoire, Haïti a toujours montré son implication dans les luttes révolutionnaires pour libérer les peuples et avec une révolution antiraciste, anti-esclavagiste, anticolonialiste, anti-plantation entre le 18e et 19e siècle. Mais il faut comprendre aussi, dans le contexte actuel, on a un pouvoir, un État qui est contrôlé totalement par une petite fraction au niveau de la société, au niveau du pays, et particulièrement au niveau du secteur privé, mais majoritairement par ce qu'on appelle la communauté internationale. La communauté internationale qui dicte ses comportements, ses décisions au pouvoir en place et dont le président actuel n'est qu'une marionnette qui applique les décisions qui sont concoctées à l'intérieur des ambassades. Comment aujourd'hui que c'est l'Organisation des États américains qui interprète pour les Haïtiens la Constitution haïtienne? Comment c'est les États-Unis qui dictent au pouvoir en place quel type de politique qu'il faut appliquer, qu'il faut pas fermer l'aéroport, qu'il faut fermer l'aéroport, qu'il faut fermer les écoles, mais pas fermer les usines de sous-traitance, qu'il faut armer des gangs et permettre au secteur privé de s'accaparer les terres, qu'il faut ne pas mettre des fonds pour l'agriculture paysanne, mais de préférence financer, entre guillemets, des entrepreneurs agricoles. Donc, passer outre des paysans, disparaître les paysans pour pouvoir renforcer l'agrobusiness, et qui fait qu'aujourd'hui, malgré les prises de position de plusieurs acteurs au niveau de la société civile, au niveau des mouvements sociaux, par rapport à cette lutte antiraciste, anti-noir, en tout cas, cette lutte révolutionnaire qui se passe actuellement, il y a eu des manifestations programmées. Il y a eu des secteurs qui ont lancé des mobilisations contre pour appuyer ce processus. Mais l'État haïtien
Et le président qui contrôle une bonne partie de la police nationale a envoyé la police nationale à matraquer les populations avec des gaz lacrymogènes, avec des tirs, des blessés, et même des journalistes n'ont pas été épargnés pendant cette mobilisation. Donc, c'est-à-dire, nous avons un État occupé, un État colonisé et un État qui est au service des intérêts de l'international et que c'est l'international qui dicte à cet État ce qu'il doit faire ou pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est fort difficile que dans les conditions actuelles, qu'il y a des mobilisations qui se prennent, même s'il y a des poches de résistance qui continuent à être actives et les 22 et 23, donc lundi et mardi prochain, il y aura une grève générale dans le pays qui est annoncée par les professeurs, par des organisations populaires, et ils ont comme objectif aussi de dénoncer cette politique raciste et aussi faire solidarité dans le cadre de cette bataille. Évidemment, j'aurais pu répondre à Renaud sur la question de la dette, mais je sais que le temps passe et je ne peux pas mobiliser tout bonnement le micro. Merci. J'ai vu que Claude avait levé la main et après, je pense que le GAF aura le mot de la fin. Non, je n'ai pas levé la main. Non. Autant pour moi, j'ai vu Claude qui voulait lever la main. Bon, bah alors dans ce cas-là, David, Virginie, je vous ai bien vu. Oui. Et c'est par rapport, et je suis d'accord avec Rico, et la seule chose que je voulais nuancer, aujourd'hui, et je ne vais pas dire la communauté internationale, parce que on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. L'idée de réaliser cette rencontre-là montre déjà qu'on donne la parole aux acteurs de terrain et qu'on va avoir un autre son de cloche. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas parler de la communauté internationale. Sur le plan politique même, il y a des pays qui ne cautionnent pas ce qui se passe en Haïti. Ils ne veulent pas prendre des positions ouvertement parce qu'ils parlent de diplomatie, il faut qu'on respecte le pays, mais on parle de diplomatie, c'est quand on ne veut pas prendre des positions ouvertes. Mais en dessous, qui ne cautionne pas, qui n'accepte pas la façon dont le président dirige Haïti. C'est pour ça que je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. On doit dire de préférence, il y a les États-Unis qui ont tout le pouvoir dans ce pays, qui contrôlent, qui décident, qui prennent des décisions. Donc, les États-Unis se positionnent clairement derrière ce président. Pour combien de temps encore, on ne sait pas. Parce que il y a des citoyens responsables, déterminés, convaincus, qui veulent prendre des risques pour sortir le pays de cette situation. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Rico a relaté le positionnement d'Haïti. Dire Haïti, c'est toute une histoire derrière. Mais aujourd'hui, on ne va pas rester à ce stade-là parce qu'on parle de 1804. Maintenant, en 2020, ce pays n'est pas représentatif en tant que tel parce que nous n'avons pas des dirigeants capables de porter des politiques publiques et de se positionner ouvertement face à une situation pareille qui se passe aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une certaine reproduction de discrimination dans notre pays même par des Haïtiens. Et les gens qui sont au pouvoir font partie du système et n'arrivent pas à se positionner, à prendre des positions parce qu'ils ont bénéficié des miettes qui tombent. En ce temps d'idée, ce qui se passe là aux États-Unis, c'est le reflet mondial. C'est dans le monde, c'est le monde qui est en crise. Il est temps de mettre l'homme au cœur des choses. Et il est temps de reconstruire en fonction des valeurs humaines qui caractérisent vraiment l'être humain. Merci. Merci.
Merci beaucoup, David. Je vous propose qu'on clôture là-dessus pour aujourd'hui. Si on a envie de reprendre rendez-vous, si vous avez tous envie de reprendre rendez-vous, je vous invite à nous écrire pour nous dire que vous voulez encore qu'on reprenne des occasions pour reparler ensemble. Donc, n'hésitez pas. En fait, tout retour, tout commentaire, toute suggestion que vous voudriez nous faire à l'issue de cette rencontre pour qu'on fasse mieux la prochaine fois, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que voilà, ce sera utile pour nous. Un grand merci à Entraide pour cette initiative. Un grand merci à Entraide. Ça a énormément de place et ça coûte extrêmement. Ce n'est pas d'octroyer une somme, mais ces genres de choses-là, donner la parole aux acteurs de terrain, c'est ce qu'on parle du vrai partenariat entre les acteurs. Ce n'est pas des représentants qu'on a. C'est-à-dire, c'est ça pour ça souci. Et excellente initiative, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, surtout d'avoir accepté, d'avoir pris le temps pour ça. Donc, j'enverrai l'enregistrement. Donc, c'est enregistré, je l'enverrai à tous les participants. Encore une fois, si vous avez envie de nous faire des retours, faites-les. Un grand merci à Laurence et à Chloé, qui ont été les deux collègues qui nous ont vraiment bien aidés à mettre ça en place. Donc, un grand merci à vous deux. Si vous voulez allumer vos caméras juste voilà, à la fin pour qu'on se voit quand même tous et pour qu'on se fasse un coucou, voilà, quand même pour qu'on se voit, c'est quand même toujours mieux quand on a des visages. Voilà. Donc, merci à tous, vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. J'enverrai un lien à tous les participants. Merci et belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous.